Je m'appelle Rachel Roach. J'ai 42 ans. Depuis 19 ans, ma famille est persuadée que je ne suis rien de plus qu'une simple gratte-papier inutile. Mais, je n'aurais jamais imaginé être humilié publiquement de cette façon, en plein cœur de l'aéroport international de Los Angeles. Mon frère Garrett se tenait là, dans son impeccable costume Armani. Il agitait un billet en classe économique sous mon nez, comme s'il jetait une pièce à un mendiant. Il a ri assez fort pour que toute la file d'attente l'entende, et voilà pour toi, Rach. Siège du milieu, juste à côté des toilettes. Tu as l'habitude de souffrir, pas vrai? La première classe, ce n'est pas pour ceux qui vivent d'un chèque de paie à l'autre. Ma mère a détourné le regard, embarrassée pour moi. Mais, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que dans la poche de ma veste Walmart bon marché se trouvait une carte d'identité militaire de niveau code rouge, ainsi qu'un jet militaire C-37B qui m'attendait sur le tarmac, les moteurs allumés rien que pour moi. Ils pensent que je suis le mouton noir de la famille. Ils n'ont aucune idée qu'une tempête s'apprête à s'abattre, dès l'instant où le garde à la porte verra mon badge. Faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, si vous avez déjà été méprisé par votre propre famille, parce que vous aviez choisi une voie différente. Le gravier a crissé sous les pneus de mon Ford F-150 rouillé, alors que je me garais dans l'allée. L'herbe était trop haute. En ce jeudi de Thanksgiving, je venais tout juste de terminer une garde de 24 heures au Pentagone. J'y surveillais une situation en plein développement en mer de Chine méridionale. Je ne tenais plus que grâce à du café froid et à l'adrénaline. Mes yeux me brûlaient, et chaque muscle de mon corps hurlait son besoin de sommeil. Mais, j'étais là. Je m'étais présenté. Je me présentais toujours. Et, bien sûr, il n'y avait pas de place pour moi. Le tout nouveau Tesla Model X blanc perle de mon frère Garrett était garé en diagonale en travers de l'allée, occupant assez de place pour 2 voitures. Il trônait là comme un vaisseau spatial, atterri au beau milieu d'une banlieue de Virginie, étincelant de manière offensante sous le soleil d'automne. J'ai soupiré. J'ai passé la marche arrière de mon pick-up, et je me suis garé à moitié sur l'herbe humide de la pelouse avant. Avant même que je ne puisse couper le moteur, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée. Garrett en est sorti, tenant un verre de pinot noir. Il ne portait pas de tablier. Il portait un pull en cachemire, qui coûtait probablement plus cher que la transmission de mon camion. Bon sang, Rach, a crié Garrett, sans même prendre la peine de descendre les marches du Porsche. T'es vraiment obligé de garer cette épave sur la pelouse? Tu fais baisser la valeur immobilière de tout le quartier. Je crois même avoir vu une fuite d'huile te suivre depuis l'autoroute. Joyeux Thanksgiving à toi aussi, Garrett, ai-je marmonné pour moi-même en attrapant mon sac de sport. Il était lourd. Rempli non seulement de vêtements, mais aussi d'un téléphone satellite sécurisé, dont je priais pour qu'il ne sonne pas. À l'intérieur, la maison sentait la sauge rôtie, le beurre, et cette odeur étouffante d'attente déçue. Le match des Lions de Détroit hurlait depuis l'immense téléviseur écran plat de 85 pouces. Un autre cadeau de Garrett, naturellement. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable. Les yeux rivés sur l'écran, il exultait après un touchdown. « Salut, papa » ai-je dit en me penchant pour embrasser sa joue. Il n'a pas détourné le regard du match. « Et, ma grande. Tu es en retard. Garrett est là depuis midi. Il a aidé ta mère à installer le système de maison intelligente. Je travaillais, papa. Ma garde a duré plus longtemps que prévu. Travailler? Il a ricané, jetant enfin un coup d'œil à ma chemise en flanelle froissée et à mon pantalon cargo. Tamponner des formulaires au département des véhicules motorisés, DMV, ça doit être épuisant. J'ai mordu ma langue. Le goût cuivré du sang m'était familier. Si seulement tu savais, papa. Si seulement il savait, que les formulaires que j'avais tamponnés la nuit dernière, avaient empêché un blocus naval. Nous sommes passés dans la salle à manger. La table était un chef-d'œuvre de l'Americana façon Norman Rockwell. Dinde dorée, montagne de farce, sauce au canneberge, et verre à vin en cristal. Ma mère a surgi de la cuisine en s'essuyant les mains sur un tablier. Elle a souri à Garrett. Un rayon de pur soleil, avant que son regard ne se pose sur moi, et ne s'atténue comme la flamme vacillante d'une bougie. Rachel, ma chérie, essaie de ne pas t'avachir. Ça te donne un air vaincu. Nous nous sommes assis. C'était le moment que je redoutais le plus, la découpe de la dinde.
C'était un rituel qui établissait la hiérarchie de la famille Roach. Ma mère a pris la fourchette de service. Elle a habilement tranché un énorme pilon juteux. La viande brune dégoulinait de saveur et de graisse. Elle l'a déposée avec révérence sur l'assiette de Gareth. Pour mon génie, a-t-elle roucoulé. Tu as besoin de protéines, Gareth. Diriger une entreprise dans la Silicon Valley demande tellement d'énergie mentale. Tu as l'air maigre. Le stress te gagne-t-il? Gareth a gloussé en faisant tourner son vin dans son verre. Tu sais ce que c'est, maman. Le marché des introductions en bourse est brutal en ce moment. J'ai fait des journées de 18 heures juste pour garder les investisseurs heureux. Mais bon, c'est le prix à payer quand on est un perturbateur de marché. Au risque, haute récompense. Puis, ma mère s'est tournée vers moi. Elle a tranché un morceau de blanc. Il était blanc, sec, et ressemblait à de la craie. Elle l'a fait tomber dans mon assiette sans ajouter de sauce. Et pour toi, Rachel? La viande blanche est meilleure, moins grasse, tu sais. Vu que ton travail est principalement sédentaire. Tu ne veux pas prendre encore plus de poids, surtout à ton âge. Aucun homme ne veut d'une femme qui se laisse aller. J'ai regardé la viande sèche. J'avais mangé des rations de combat, MRE, dans les déserts de Kandahar, qui avaient plus d'humidité que ça. Merci, maman. Je suis en fait très active physiquement. Je cours 8 km tous les matins. Fuir ses responsabilités n'est pas la même chose que faire de l'exercice, a lancé Gareth, la bouche pleine de farce. Toute la table a ri. Même mon père a gloussé. J'ai coupé ma dinde. C'était de la sueur. Je l'ai avalée avec de l'eau, car personne ne m'avait proposé de vin. Alors, a annoncé Gareth, en tapant dans ses mains comme s'il ouvrait une réunion de conseil d'administration. Grande nouvelle. Énorme nouvelle. Il a plongé la main dans sa poche, et a sorti une petite boîte enveloppée de papier doré. Il l'a fait glisser sur la table vers mes parents. Ils l'ont ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, se trouvait un porte-clés intelligent. Un porte-clés Lexus. Joyeux anniversaire de mariage en avance, a rayonné Gareth. Elle est garée un peu plus bas dans la rue. Le SUV hybride 2025. Siège chauffant. Conduite autonome. La totale. Ma mère a fondu en larmes. Mon père s'est levé, a serré la main de Gareth, et lui a donné une telle tape dans le dos, que j'ai cru qu'il allait lui luxer l'épaule. Mon garçon. Mon incroyable garçon. Tu en fais trop pour nous. Ce n'est rien, Gareth a balayé l'air d'un geste de la main, vérifiant au passage son Apple Watch. Vous vous êtes sacrifié pour moi. C'est la moindre des choses. Oh, attendez. Rachel. Il a claqué des doigts. J'allais oublier. J'ai aussi quelque chose pour toi. Mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas de sa charité. Il a sorti une enveloppe froissée de sa poche arrière, et l'a jetée à travers la table. Elle a atterri près de mon verre d'eau. J'ai vu ça dans la salle de pause au bureau. Un des stagiaires allait les jeter. C'est un paquet de bons de réduction pour Costco et Walmart. Riz en gros, haricots en conserve, ce genre de truc. Je crois que certains ont expiré la semaine dernière, mais en général, si tu fais un scandale. Les caissiers les acceptent quand même. Le silence dans la pièce était assourdissant. Mes parents m'ont regardé avec pitié. Prends-les, Rachel, a dit mon père doucement. Gareth veille juste sur toi. Nous savons que l'argent est serré avec ton salaire du gouvernement. J'ai fixé les bons de réduction. 50 centimes de réduction sur le thon en boîte. Je n'en ai pas besoin, Gareth, ai-je dit d'une voix stable, bien que ma main tremblât sous la table. Ne sois pas fier, Rach, Gareth a souri avec suffisance. La fierté coûte cher. Tu ne peux pas te le permettre. En parlant de se permettre des choses, a poursuivi Gareth, ramenant l'attention sur lui. Pour votre vrai 50e anniversaire de mariage le mois prochain. C'est réservé. Nous partons à Hawaï. Ma mère a eu le souffle coupé. Hawaï? Oh, Gareth? Tous frais payés. Première classe pour toi et papa. Complexe 5 étoiles à Maui. J'ai loué une cabana privée. Il a marqué une pause, me regardant avec une fausse sollicitude. Rachel, tu viens aussi, évidemment. Je te paie le vol. Ne t'inquiète pas.
Je sais que le complexe est cher, alors je t'ai trouvé une jolie auberge de jeunesse à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. C'est propre, et il y a une navette pour aller à la plage. J'ai commencé à parler. Je voulais leur dire. Je voulais leur dire que je venais d'être promu colonel. Que j'imposais le respect aux généraux. Que je pourrais acheter ce complexe entier, si je liquidais mes actifs. En fait, j'ai aussi des nouvelles, ai-je tenté, ma voix luttant pour se faire entendre par-dessus leur excitation. J'ai reçu une promotion la semaine dernière. Ma nouvelle affectation est importante. Mon père m'a pointé du doigt avec sa fourchette, me coupant au milieu de ma phrase. Rachel, s'il te plaît, pas maintenant. N'en fais pas une compétition. Nous célébrons la générosité de ton frère. Ta petite pension régulière est très bien, ma chérie. Mais n'essaie pas de rêver grand comme ton frère. Ça ne mène qu'à la déception. J'ai fermé la bouche. J'ai regardé la dinde sèche dans mon assiette. J'ai regardé les bons de réduction expirés. D'accord, ai-je murmuré. Hawaï. Merci, Gareth. De rien, a-t-il dit en faisant un clin d'œil à ma mère. Il faut bien que quelqu'un porte les bagages, non? 2 heures plus tard, j'étais de retour dans mon camion. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures en étaient devenues blanches. Le cuir du volant craquait sous la pression. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement respiré l'air froid, laissant le silence submerger le bruit de leur rire qui résonnait encore depuis la maison. J'ai fixé mes mains. Ces mains avaient tenu des fusils d'assaut. Elles avaient signé des ordres, qui avaient changé le cours de l'histoire. Et maintenant, elles tremblaient à cause d'un putain de bon de réduction. J'ai démarré le moteur. Le vieux Ford a rugi en reprenant vie. Je n'allais pas leur dire. Pas encore. S'ils voulaient d'un porteur pour leur voyage à Hawaï. Très bien. J'irai. Mais ils n'avaient aucune idée de qui allait vraiment monter dans cet avion avec eux. Le trajet depuis la banlieue jusqu'à Washington D.C. a pris 45 minutes. Mais, j'ai eu l'impression de voyager entre 2 planètes différentes. J'ai quitté l'air étouffant de la maison de mes parents, avec son odeur de farce à la sauge et de jugement. Et, j'ai conduit tout droit vers la précision froide et stérile de ma véritable existence. Mon appartement est situé dans le quartier du Navy Yard. Un immeuble de grande hauteur, rempli de sous-traitants du gouvernement et d'espions de diverses agences. Le loyer ici est supérieur à ce que mon père pense que je gagne en 3 mois au département des véhicules motorisés. J'ai garé mon Ford F-150 rouillé dans le garage souterrain. Plus précisément, sur une place cachée derrière un pilier en béton. Bien loin des BMW et des Audi rutilantes de mes voisins. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, celui des Pentouzes. Pas de clé ici. Je me suis penché en avant, laissant le scanner rétinien lire mon œil. La serrure s'est ouverte avec le bruit lourd et satisfaisant de l'acier renforcé. À l'intérieur, l'appartement était sombre, silencieux et d'une propreté impeccable. Il ne ressemblait pas à un foyer. Il ressemblait à une planque sécurisée. Il n'y avait aucune photo de famille sur la cheminée. Aucun coussin décoratif. Seulement des meubles modernes et épurés, et un téléphone fixe sécurisé trônant sur la table basse. Son voyant rouge clignotait régulièrement, indiquant que le cryptage était activé. J'ai jeté ma veste Walmart bon marché sur le canapé et je suis entré dans la chambre. J'ai enlevé ma chemise en flanelle et mon pantalon cargo ample, les laissant en tas sur le sol. Debout devant le miroir en pied, l'illusion de Rachel l'employée de bureau s'est enfin dissipée. Mon corps n'était ni mou, ni sédentaire. Il avait été endurci par 19 années de parcours du combattant, de marche dans le désert et d'exercices de combat au corps à corps. Mais, c'étaient les cicatrices qui racontaient la véritable histoire. J'ai passé mes doigts sur la cicatrice kéloïde, en relief et irrégulière, sur mon épaule gauche. Elle était laide. Un nœud tordu de tissu violet et blanc. Mon esprit a dérivé, non pas vers la table du dîner que je venais de quitter, mais vers la vallée de Korangal en Afghanistan, 10 ans plus tôt. Nous étions tombés dans une embuscade lors d'une patrouille de routine. L'air sentait le caoutchouc brûlé et la cordite. Je me souvenais du bruit. Pas une détonation, mais un bruit humide, lorsque la balle du sniper a traversé mon épaule. Je n'avais pas crié. J'avais traîné mon opérateur radio à l'abri derrière un mur de pierre, tout en ripostant avec ma carabine M4. J'avais dirigé le soutien aérien,
tout en saignant à travers mon gilet tactique. J'avais sauvé 3 vies ce jour-là. Je me suis souvenu avoir appelé ma mère, depuis l'hôpital de campagne en Allemagne, une semaine plus tard. J'étais sous morphine, désespéré d'entendre une voix amicale. Maman, avais-je croassé? J'ai été blessé. Mon épaule. Oh, Rachel, avait-elle soupiré, avec le bruit d'un jeu télévisé hurlant en fond sonore. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu es encore tombé de ton vélo? Tu étais toujours si maladroite quand tu étais enfant. Franchement, il faut que tu fasses plus attention. Comment vas-tu faire pour porter une robe bustier à ton mariage avec une cicatrice pareille? Ça va être hideux. J'avais raccroché le téléphone et fixé le plafond blanc de la chambre d'hôpital. Je suis tombé de vélo. C'était le mensonge que je leur avais raconté. Et c'était le mensonge qu'ils avaient choisi de croire, parce qu'il correspondait à leur vision des choses. Rachel la maladroite. Rachel l'a raté. Je me suis dirigé vers le coffre-fort biométrique encastré dans le mur de mon placard. J'ai pressé mon pouce contre le capteur. La porte s'est ouverte dans un léger sifflement. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux, ni argent liquide. Suspendu dans une housse de protection en plastique, se trouvait mon uniforme de cérémonie de l'armée, le dress blues. Sur les épaulettes, les aigles d'argent de colonel brillaient sous la lumière du placard. Épinglés sur la poitrine, s'alignaient des rangées de rubans, la Bronze Star, la Purple-Hat, la Légion of Merit. En dessous, reposait mon pistolet de service, un SIG Sauer P320, nettoyé et huilé. C'était ce que j'étais vraiment. Un fantôme. Une guerrière. Un commandant. Mais pour ma famille, je n'étais qu'un moyen de faire des économies. Je me suis souvenu du jour où Garrett avait été accepté à l'université de Stanford. La fête avait été mémorable. Mes parents avaient loué une tente pour le jardin. Il y avait du champagne, des fruits de mer préparés par un traiteur, et une banderole indiquant « futur milliardaire ». Mon père allait voir tout le monde en disant « Mon fils va changer le monde ». Stanford, vous imaginez? Ça coûte une fortune, mais il vaut chaque centime. 2 ans plus tard, lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation à West Point, l'Académie militaire des États-Unis. Il n'y a eu aucune fête, aucune banderole. Nous mangions un pain de viande pour le dîner. J'ai posé la lettre sur la table. J'ai été accepté, ai-je dit, le cœur battant de fierté. West Point. Je vais servir mon pays. Mon père a mâché son pain de viande lentement. Il a regardé la lettre, puis m'a regardé. Eh bien, a-t-il dit en s'essuyant la bouche avec une serviette, c'est pratique. Pas de frais de scolarité. Le gouvernement paie tout, n'est-ce pas? Bien. Au moins, tu ne seras pas un fardeau financier pour nous. Comme tu l'aurais été dans une université normale. Essaie juste de ne pas abandonner pendant la première semaine, Rachel. C'est dur. Et tu sais que tu es douce. Trop douce. J'ai ouvert le tiroir du bas de ma table de chevet, et j'en ai sorti une simple boîte en bois. C'était ma boîte à souvenirs. À l'intérieur, 19 années de lettres. Des lettres manuscrites. Des lettres que j'avais écrites à la lueur d'une lampe frontale, dans une tente poussiéreuse en Irak. Des lettres écrites en frissonnant dans un bunker en Syrie. Des lettres où j'essayais de leur dire en code, que je les aimais, que j'avais peur, et que la maison me manquait. Je les avais postées. Et au fil des années, lors de mes visites à la maison, je les retrouvais. Parfois dans le tiroir à babioles de la cuisine, parfois dans le bac de recyclage, non ouverte. Ils n'avaient même jamais brisé le sceau. J'ai pris une enveloppe de 2015. Elle était toujours scellée. Mais juste à côté, dans la boîte, se trouvaient les souches des chèques de banque que je leur avais envoyés. Chaque chèque avait été encaissé immédiatement. Ils avaient encaissé l'argent pour rembourser leur prêt hypothécaire. Pour aider Garrett avec sa première start-up ratée. Pour acheter ce nouveau mobilier de jardin. Mais, ils ne pouvaient pas consacrer 2 minutes à lire les mots de leur fille, qui dormait avec un fusil dans son sac de couchage. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, chaude et brûlante. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une prise de conscience froide et implacable. Je suis allé dans la cuisine, et me suis versé un verre de bourbon. Du Woodford Reserve. Sec. Le liquide ambré m'a brûlé agréablement la gorge, apaisant le tumulte dans mon estomac.
J'ai regardé mon reflet dans la vitre assombrie du Penthouse. Derrière la vitre, les lumières de Washington DC scintillaient. Dehors, des milliers de personnes dormaient paisiblement, car des gens comme moi montaient la garde dans l'obscurité. Je commandais des équipes d'opérations spéciales. Je détenais des secrets d'État capables de faire tomber des gouvernements. J'étais respecté. J'étais crainte. Mais dans cette maison de banlieue, je n'étais que Rachel. La fille qui tombait de vélo. La fille qui avait besoin de bons de réduction. J'ai repris une gorgée de bourbon. Le silence de l'appartement était pesant. Mais, il était honnête. Je sais que je ne suis pas la seule. Il y a tant d'entre vous qui écoutent et qui sont les piliers de la famille. Ceux qui portent le fardeau, tandis que d'autres récoltent la gloire. Si vous vous êtes déjà senti invisible, aux yeux de ceux qui sont censés vous aimer le plus, je veux que vous le sachiez, je vous vois. Votre sacrifice compte. Prenez une seconde pour commenter « Je te vois ci-dessous ». Créons un mur de soutien, pour tous ceux qui mènent un combat dont leur famille ignore tout. Aimez cette vidéo si vous pensez que le respect se gagne et ne se donne pas. J'ai posé mon verre. L'alcool commençait à engourdir les contours de la douleur. J'avais besoin de dormir. Dans quelques jours, je serai dans un avion pour Hawaï avec eux. Je devrais remettre le masque. Je devrais être la sœur maladroite, pauvre et perdante, une dernière fois. Mais cette fois-ci, j'apportais autre chose avec moi. J'ai regardé le téléphone sécurisé sur la table. Il restait silencieux pour l'instant. Qui me protège, ai-je chuchoté dans la pièce vide. La seule réponse fut le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai éteint les lumières, laissant l'obscurité engloutir le colonel. Il ne restait plus que la fille, seule dans le noir. L'air à l'intérieur de l'installation sécurisée pour les informations compartimentées, SIF, au fin fond des entrailles du Pentagone, avait toujours le même goût. Un mélange d'oxygène recyclé, d'ozone émanant des serveurs en surchauffe, et la saveur amère du café rassis. Je n'avais pas dormi depuis 72 heures. Mes yeux étaient comme remplis de sable, et une douleur sourde avait élu domicile derrière mes tempes. Colonel Roach, nous avons une situation en cours sur les écrans, a annoncé un jeune lieutenant, la voix tendue. La signature du malware correspond au groupe Blackout. Ils ne se contentent plus de sonder les pare-feux. Ils sont entrés dans les systèmes de contrôle du réseau électrique hawaïen. J'ai fixé l'immense mur d'écran. Les cartes des îles hawaïennes étaient illuminées de nuances inquiétantes, de rouge et d'ambre. Quel est l'état des systèmes de sécurité, ai-je demandé, d'une voix calme. Sans rien laisser paraître de l'épuisement qui me tiraillait les os. Compromis, a répondu le lieutenant. S'ils exécutent le code, toute l'île d'Oahu sera plongée dans le noir. Les hôpitaux, le contrôle du trafic aérien, les bases militaires. Tout. Nous faisons face à un effondrement total des infrastructures, dans les prochaines 48 heures. J'ai pris une gorgée de café noir tiède. Isoler les nœuds infectés. Contacter la NSA. Je veux qu'on trace ce signal, et je le veux pour hier. Oui, mon colonel. La pièce était une ruche où régnait un chaos contrôlé. Les analystes criaient des coordonnées. Le cliquetis des claviers ressemblait à des tirs de mitrailleuse. Le destin de plus d'1 million de citoyens américains était en jeu. Et puis, mon téléphone a vibré dans ma poche. Ce n'était pas mon téléphone satellite sécurisé. C'était mon téléphone jetable personnel. Le vieux téléphone à clapet bon marché, que je gardais uniquement pour les urgences familiales. Dans cette pièce, introduire un appareil personnel était passible de la cour martiale pour n'importe qui d'autre. Pour moi, c'était un mal nécessaire afin de maintenir ma couverture, autorisée par le directeur lui-même. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore et encore. Un bourdonnement long et insistant contre ma hanche, qui semblait plus fort que les sirènes sur les moniteurs. Colonel ? Le lieutenant m'a regardé, confus par le bruit. Ignorez-le, ai-je tranché, en tapant une commande sur mon terminal. C'est juste un problème technique. J'ai sorti le téléphone sous la table, masquant l'écran. Je m'attendais à voir une notification d'hôpital. Peut-être que papa avait eu une crise cardiaque. Peut-être que maman était tombée. C'était un SMS de Blanca, ma belle-sœur. RH. Petit rappel pour tes bagages. Assure-toi d'apporter ta propre crème solaire. J'emporte ma la mer et Supergoop, et ma peau est hypersensible, donc je ne peux pas partager.
Prends juste du banana boat ou n'importe quelle marque générique que tu achètes chez Walmart. Merci. Bisous. J'ai fixé l'écran, mon cerveau luttant pour assimiler l'absurdité totale de ces mots. J'orchestrais actuellement une opération de contre-guerre cybernétique, pour empêcher les habitants d'Hawaï de retourner à l'âge de pierre. J'autorisais le déploiement de contre-mesures numériques, qui coûtaient plus cher que l'entreprise entière de Gareth. Et ma belle-sœur s'inquiétait que je lui vole sa crème de visage à 300 €. Je n'ai pas répondu. J'en étais incapable. Si je tapais ce que je pensais, je risquais d'autoriser accidentellement une frappe de drone sur sa coiffeuse. Mon colonel, a crié un autre analyste. Nous avons une signature physique. Nous avons retracé l'origine du signal. Ça ne vient pas de l'étranger. C'est local. La liaison montante provient d'une connexion filaire dans un complexe hôtelier à Waikiki. Ils sont sur le terrain. Ils sont à Oahu, ai-je demandé, le sang glacé. S'ils sont sur place, ce n'est plus seulement du piratage. C'est du sabotage. Il nous faut des troupes au sol pour sécuriser physiquement la salle des serveurs. Nous pouvons faire décoller une équipe de la Delta Force de Fort Bragg en 2 heures, a suggéré le lieutenant. Faites-le, ai-je ordonné. Préparez la paperasse pour ma signature. Cette fois, le téléphone a sonné dans ma poche. Ce n'était pas un SMS. C'était un appel. Gareth. J'ai regardé l'horloge des opérations. La situation était critique. Mais, si je ne répondais pas, Gareth appellerait maman. Maman paniquerait, et appellerait la police pour faire une vérification à mon appartement. Cela déclencherait un affrontement sécuritaire avec le détachement des services secrets, qui surveillait mon immeuble. J'ai besoin de 2 minutes, ai-je lancé à la salle. Continuez à tracer. Je suis sorti dans le couloir. La lourde porte en acier s'est refermée derrière moi, isolant le bruit de la crise. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille. C'est Rachel. Enfin, a tonné la voix de Gareth, forte et arrogante. J'entendais des tintements d'argenterie en fond. Il devait être à un déjeuner d'affaires. J'essaie de te joindre depuis ce matin. As-tu déjà posé tes CP? Mais quoi? J'ai frotté mes yeux. Tes congés payés, Rachel. Pour le voyage à Hawaï. C'est la semaine prochaine. J'ai besoin de savoir si tu t'es libéré. Je ne veux pas que tu te défiles à la dernière minute, parce que ton manager a besoin de toi pour trier le courrier ou je ne sais quoi d'autre. J'ai jeté un coup d'œil à travers la vitre renforcée du CIF. À l'intérieur, le lieutenant brandissait un porte-bloc. C'était l'autorisation de déploiement pour une unité d'opération spéciale de niveau 1. Il avait besoin de ma signature, pour envoyer des agents meurtriers sur le territoire américain. Gareth, c'est une période très chargée au travail, ai-je dit d'une voix plate. Nous finalisons un grand projet. Gareth a ri. Un rire sec et condescendant. Un projet? Qu'est-ce que c'est? La saison des impôts pour la préfecture? Écoute, Rach, dis-leur juste que tu as une urgence familiale. Ou démissionne. Franchement, ce n'est pas comme si tu construisais des fusées. Je paie pour tout le voyage. La moindre des choses. C'est que tu sois là pour aider maman et papa avec leurs bagages. Ils sont vieux. Ils ne peuvent pas trimballer des valises dans l'aéroport. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Je demande mes jours de congé, Gareth. Mon patron est strict. Strict, a-t-il ricané. C'est un travail gouvernemental, Rachel. C'est impossible d'être viré. Montre que tu as un peu de cran et dis-leur que tu pars. Mon Dieu, dois-je négocier pour toi? Veux-tu que j'appelle ton superviseur? Je lui expliquerai que mon temps vaut 5 000 € de l'heure. Et que je le perds avec cette conversation. Non, ai-je répliqué précipitamment. L'idée que Gareth appelle le général Miller pour tenter de faire le poids, était presque drôle de manière terrifiante. Non, ne fais pas ça. Je m'en occupe. Bien. Et au fait, Blanca dit que tu as lu son texto sur la crème solaire. Elle est sérieuse, Rachel. Ne sois pas une profiteuse. Nous sommes au Four Seasons, mais souviens-toi que ton auberge de jeunesse nécessite de marcher un peu, alors assure-toi d'emporter des chaussures confortables. C'est noté. Crème solaire bon marché, chaussures de marche. Compris. D'accord, je dois y aller.
J'ai une réunion avec des investisseurs en capital risque. Essaie de ne pas tout gâcher. La ligne a été coupée. Je suis resté là un instant, dans le couloir stérile, écoutant le bourdonnement du système de ventilation. Le contraste était si brutal que j'en ai presque eu le vertige. D'une oreille, j'étais une profiteuse, une ratée, une porteuse de bagages pour mes parents vieillissants. De l'autre, j'étais le seul rempart entre l'ordre et le chaos. Je suis retourné dans la salle de crise. Le lieutenant m'a tendu la tablette. Ordre de déploiement prêt, mon colonel. L'équipe Delta 6 est en attente, mais il nous faut un commandant de terrain, pour coordonner l'intervention physique avec la réponse cyber. Quelqu'un qui connaît le terrain et la technologie. J'ai regardé la carte d'OAU sur le grand écran. L'emplacement cible était une ferme de serveurs, camouflée en hangar d'entretien. Située à moins de 8 km du complexe Four Seasons, où mes parents allaient célébrer leur anniversaire. Le destin, semblait-il, avait un sens de l'humour plutôt tordu. J'ai pris le stylet et j'ai signé mon nom sur le bloc numérique. Rachel L. Roach, colonel, USASOC. J'y vais, ai-je déclaré. Le lieutenant a cligné des yeux. Mon colonel, vous voulez diriger l'équipe de terrain? Vous n'avez pas dormi depuis 3 jours. C'est la couverture parfaite, ai-je dit, ma voix se durcissant. J'ai un voyage familial prévu à Hawaï la semaine prochaine. Je peux avancer mon départ. J'entrerai sur l'île en tant que touriste civil. Pas de manifeste de transport militaire. Aucun signal d'alarme que les hackers pourraient repérer. Je coordonnerai l'équipe sur place depuis là-bas. Compris, mon colonel. J'ai regardé l'itinéraire de vol que Garrett m'avait envoyé plus tôt par email. Classe économique, siège du milieu. Mettez-moi sur la ligne sécurisée avec le général Miller, ai-je ordonné en attrapant mon casque. Dites-lui que je prends la mission, et dites-lui que je vais devoir combiner mes congés avec mon service actif. J'ai jeté un dernier regard à mon téléphone jetable. Ne t'inquiète pas, Garrett. Je serai là. Je porterai les sacs. J'achèterai la crème solaire bon marché. Mais quand les lumières s'éteindront, et que les armes sortiront, tu regretteras de ne pas avoir accordé un peu plus d'attention à la sœur qui tamponne tes formulaires. Le couloir de l'anneau du Pentagone est différent du reste du bâtiment. Ici, les couloirs sont plus larges. Les sols sont cirés pour briller comme un miroir, et l'air sans l'encaustique et l'histoire. C'est ici que réside le pouvoir. C'est un lieu où l'on prend des décisions, capables de déplacer des frontières ou de renverser des régimes. Je marchais dans le couloir, le rythme de mes bottes claquant sur le carrelage. Mon uniforme était repassé, mes cheveux tirés en un chignon serré, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de m'effondrer. Le poids de l'imminente cyberattaque à Hawaï était déjà lourd, mais celui des mensonges que j'allais devoir raconter à ma famille l'était encore plus. Je me suis arrêté devant une porte en acajou, ornée d'une plaque dorée, Major Général Mike et Iron Miller. J'ai frappé 2 fois. Entrez, a tonné une voix rocailleuse de l'intérieur. Je suis entré, et me suis mis au garde à vous. Colonel Roach au rapport, comme ordonné, mon général. Le Major Général Miller était assis derrière un bureau, qui semblait avoir été taillé dans un seul séquoia. C'était un homme de 60 ans, avec une coupe en brosse plus poivre que celle, et des yeux capables de transpercer un blindage en acier. Il fumait un cigare, ce qui était strictement contraire au règlement, mais personne ne disait à Iron Miller ce qu'il devait faire. Il a levé les yeux, son visage s'adoucissant instantanément. Repos. Rachel, asseyez-vous. Vous avez une sale mine. Merci, mon général, ai-je dit en m'affaissant dans le fauteuil en cuir en face de lui. Ces dernières 72 heures ont été longues. J'ai vu le rapport sur le réseau d'Hawaï, a dit Miller en faisant glisser un épais dossier sur le bureau. C'est une sale affaire. Le groupe Blackout. S'il touche les transformateurs, on perd les yeux et les oreilles du commandement du Pacifique pendant des jours. Votre plan de vous infiltrer sur l'île sous couverture civile est solide. Risqué, mais solide. Il a ouvert le dossier, parcourant la logistique. Il a hoché la tête en voyant la liste d'équipements, la réquisition d'armes et le protocole de communication. Puis, son doigt s'est arrêté. Il a froncé les sourcils. Colonel, a-t-il dit, sa voix descendant d'une octave. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a retourné le dossier. Il pointait l'impression d'un billet d'avion. United Airlines, classe économique,
siège 34B. C'est mon moyen de transport, mon général, ai-je répondu, gardant un ton neutre. Je voyage avec ma famille. C'est l'histoire de couverture. Miller m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Vous êtes le commandant des opérations spéciales de l'USASOC. Vous êtes à la tête d'une mission de défense de la sécurité nationale de première priorité. Et, vous voyagez en classe éco, sur un siège du milieu. J'ai bougé, mal à l'aise. Mon frère, Garrett. C'est lui qui a réservé les billets. Il a insisté. Si je réserve mon propre voyage, ou si je prends un transport militaire, ça ruine ma couverture. Il pense que j'ai un travail administratif de bas niveau. Il pense que je ne peux pas me payer une meilleure place. Miller a lentement refermé le dossier. Il a tiré une longue bouffée de son cigare, la fumée s'enroulant autour de sa tête comme une auréole. Rachel, depuis combien de temps travaillez-vous pour moi? 12 ans, mon général. Depuis que j'étais capitaine. Et au cours de ces 12 années, je vous ai vu prendre un éclat d'obus pour un novice. Je vous ai vu négocier avec des seigneurs de guerre sans scier. Je vous ai vu bâtir cette unité de zéro. Il s'est penché en avant, ancrant son regard dans le mien. Alors, dites-moi. Pourquoi votre famille vous traite-t-elle comme une domestique? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Ils ne savent pas, mon général. Ils ne peuvent pas savoir. Il y a une différence entre la sécurité opérationnelle, OPSEC, et l'abus, a tranché Miller. J'ai entendu les messages vocaux que vous recevez. Je vous ai vu renoncer à vos permissions de Noël, parce que vous ne vouliez pas rentrer chez vous pour être ridiculisé. Vous êtes une guerrière. Rachel. Vous imposez le respect à des généraux 4 étoiles. Pourquoi laissez-vous ces civils vous traiter comme un déchet? Parce que c'est ma famille, ai-je murmuré. Et peut-être parce qu'une part de moi les croit encore. Peut-être que je ne suis que la petite sœur maladroite. Miller a frappé du poing sur le bureau. Le bruit m'a fait sursauter. Il a poussé un grognement. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant le fleuve Potomac. Vous êtes le meilleur officier que j'ai jamais formé. Et que je sois damné, si je laisse l'armée des États-Unis se rendre complice de ce manque de respect. Vous voulez une histoire de couverture? Très bien. Mais vous voyagerez comme l'atout majeur que vous êtes. Il a attrapé le téléphone rouge sur son bureau, la ligne directe vers le commandement de la mobilité aérienne. Ici le général Miller, a-t-il aboyé dans le combiné. J'ai besoin d'un avion. Déploiement immédiat vers la base aérienne d'Hickam, Hawaï. Priorité code rouge. Il a fait une pause, écoutant. Non. Pas un avion cargo CL-130. Je veux un Gulfstream CL-37B. Le transport VIP. Oui, celui avec les sièges en cuir et la liaison satellite. Mes yeux se sont écarquillés. Mon général, c'est inutile. Le budget. Il a balayé l'air de la main pour me faire taire. Je me fiche du budget. Je me soucie que mon colonel arrive sur le théâtre des opérations reposé et prêt à se battre. Et je veux une escorte complète de la police militaire à la porte d'embarquement. Il a raccroché et m'a regardé. Un petit sourire malicieux jouait sur ses lèvres. Vous avez dit que vous deviez maintenir votre couverture jusqu'à votre départ, n'est-ce pas? Alors, allez à l'aéroport avec eux. Laissez-les jouer à leur petit jeu. Laissez votre frère agiter sa carte de crédit Platinum. Il a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti une nouvelle carte d'identité. Elle était noire, avec une bande holographique rouge. Mais quand vous arriverez à la porte d'embarquement, a dit Miller en faisant glisser la carte vers moi, vous utiliserez ceci. Ça déclenche le protocole de priorité 1. Ça autorise l'extraction immédiate des files d'attente civile, pour le personnel militaire clé. J'ai pris la carte. Elle était lourde, chaude au toucher. Mon général, c'est. Merci. Ne me remerciez pas, a-t-il dit d'un ton bourru. Sauvez juste l'île. Je me suis levé pour partir, serrant la carte. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine, une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis tourné vers la porte, mais la voix de Miller m'a arrêté. Rachel. Je me suis retourné. Le général, l'homme de fer censé avoir de l'eau glacée dans les veines, avait contourné son bureau. Il se tenait devant moi, grand et redoutable. Il ne m'a pas tendu la main.
À la place, il a levé ses 2 lourdes mains et les a posées sur mes épaules. Il a serré fermement. Un poids solide, ancré dans la réalité. Je connais votre père, a dit doucement Miller. Je connais le genre. Il regarde les comptes en banque pour mesurer la valeur d'un homme. Il regarde les titres. Il est aveugle, Rachel. Il regarde un diamant, et ne voit qu'un morceau de verre. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai mordu l'intérieur de ma joue, pour garder mon sang-froid. Vous avez sauvé plus de vies en 19 ans, que ce frère à vous n'en sauvera en 10 vies entières, a poursuivi Miller. Sa voix était féroce et basse. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour accomplir de grandes choses. Vous n'avez pas besoin de leurs applaudissements. Il m'a regardé droit dans les yeux. L'Amérique est fière de vous, colonel. Et je suis fier de vous. Maintenant, tenez-vous droite. C'est un ordre. Une seule larme a échappé à mon œil, glissant, brûlante, sur ma joue. Je l'ai rapidement essuyée, mais Miller n'a pas détourné le regard. Il ne jugeait pas. Il a juste gardé ses mains sur mes épaules une seconde de plus, me transférant une part de sa force. Oui, mon général, ai-je réussi à dire, la voix légèrement tremblante. Rompez, a-t-il dit en reculant et reprenant son attitude bourrue. Fichez le camp d'ici, et ramenez-moi des noix de macadamia. Je suis sorti du bureau. J'ai fermé la lourde porte en acajou derrière moi. Le couloir était vide. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de l'odeur du Pentagone. L'Amérique est fière de vous. Mon propre père n'avait jamais prononcé ces mots, pas une seule fois. J'ai touché la poche de mon uniforme, où se trouvait la carte d'identité noire. Mon frère m'avait réservé un billet pour un siège du milieu. Le général Miller m'attendait avec un jet à 40 millions d'euros. J'ai redressé le dos. J'ai ajusté mon col. Laissons Garrett avoir son moment de gloire au comptoir d'enregistrement. Laissons ma mère faire ses remarques désobligeantes sur mon poids et mon travail. Cela n'avait plus aucune importance. Je n'allais pas à Hawaï en tant que leur fille. J'y allais en tant que colonel. Et que Dieu aide quiconque se mettrait en travers de mon chemin. Le Cadillac Escalade noir ronronnait dans l'allée de mes parents, tel un corbillard attendant un enterrement. Son moteur émettait un vrombissement sourd et coûteux. C'était une voiture avec chauffeur, bien sûr. Garrett ne conduisait pas lui-même pour se rendre à l'aéroport. Il aimait optimiser son temps de trajet, en répondant à des emails depuis la banquette arrière. J'étais debout près du coffre. Je fixais la montagne de bagages. Il y avait 4 immenses malles Louis Vuitton. Le genre de malle avec une coque rigide et un motif monogramme qui hurlait « J'ai plus d'argent que de goût ». Attention avec celle-là, Rachel, a crié Blanca depuis le porche d'entrée. Elle vérifiait son maquillage dans un poudrier, portant des lunettes de soleil oversize qui coûtaient probablement plus cher que ma première voiture. Le cuir s'abîme facilement. Soulève avec tes genoux, pas avec ton dos. J'ai serré les dents, et j'ai hissé la première malle. Elle pesait au moins 22 kilos. Mes biceps étaient tendus, les muscles durs et définis sous ma veste bon marché, mais j'ai gardé le visage impassible. Garrett se tenait près de la portière du conducteur, discutant avec le chauffeur privé. Il ne m'aidait pas. Il ajustait le fermoir de sa Rolex submarinée, attrapant la lumière du soleil juste ce qu'il fallait pour que le chauffeur la remarque. Ouais, on part à Maui pour la semaine, disait bruyamment Garrett. J'avais besoin de faire une pause. Vous savez comment c'est dans la vallée. Le burn-out est une réalité. J'ai claqué le coffre après y avoir balancé le dernier sac. La sueur perlait à la racine de mes cheveux. Le bas de mon dos palpitait, me rappelant un mauvais atterrissage en parachute 2 ans plus tôt, mais j'ai ignoré la douleur. Tout est bon, a demandé Garrett, en me jetant un regard sans vraiment me voir. Super, monte. La disposition des sièges était un chef-d'œuvre d'humiliation. Garrett et Blanca ont pris les sièges baquets du milieu. De luxueux fauteuils inclinables en cuir, avec climatisation individuelle. Maman et papa se sont installés sur la banquette arrière, allongeant leurs jambes. Les 2 enfants de Garrett, Léo et Sophie, ont accaparé la 3e rangée, s'entourant d'oreillers et d'iPad. Il ne restait que moi. Serre-toi juste à l'arrière avec les sacs, Rach, a dit Garrett, d'un geste vague vers le coffre. Il y a un strapontin à l'arrière. Il se rabat. Tu es petite. Tu rentreras. J'ai enjambé le pare-chocs arrière,
me coinçant dans l'espace étroit entre les malles Louis Vuitton empilées et la vitre arrière. J'avais les genoux collés à la poitrine. Le coin dur d'une valise m'enfonçait les côtes. J'avais voyagé à l'arrière d'avions cargo CE-130 non pressurisés, assise sur des palettes de munitions, qui étaient plus confortables que ça. Le chauffeur s'est engagé sur l'autoroute, et nous avons presque immédiatement été pris dans les légendaires embouteillages de Los Angeles. L'île 405 n'était qu'un immense parking, vibrant de chaleur et de gaz d'échappement. Des feux stop s'étendaient à perte de vue. Ah, les bouchons, a soupiré Blanca. Elle a tellement incliné son siège en arrière, qu'elle a failli écraser les genoux de papa. Gareth, as-tu téléchargé la nouvelle saison de Bluey pour les enfants? Ouais, c'est bon, a répondu Gareth, en tapotant sur son téléphone. Depuis la rangée devant moi, le bruit a commencé. Léo et Sophie avaient mis leur iPad au volume maximum. Le son des explosions de dessins animés, et des voix aiguës remplissaient l'habitacle. Puis, sont venus les bonbons. Plac. Un Skittle à moitié mâché m'a frappé au front. Je l'ai essuyé, fixant le sucre rouge et collant sur mon doigt. Sophie a pouffé de rire en regardant par-dessus l'appui-tête. Elle a ensuite jeté un emballage. Il a atterri sur mes genoux. Les enfants, calmez-vous, a dit Gareth, mais sans lever les yeux de son téléphone. Son ton était indulgent, comme s'il parlait à des chiots, et non à des enfants indisciplinés agressant leur tante. Mon estomac a gargouillé, assez fort pour être entendu malgré le bruit du moteur. Je n'avais rien mangé depuis le désastre de la dinde la veille. Oh, ça me fait penser, a dit Gareth, plongeant la main dans un sac en papier marron à ses pieds. L'arôme riche et noisetté du café Starbucks a soudainement envahi la voiture. Il masquait l'odeur du cuir et de l'air vicié. J'en ai immédiatement eu l'eau à la bouche. Papa, voici ton cappuccino. Extra mousse. Gareth a passé un gobelet vers l'arrière. Maman, latte au thé chahi. Blanca, un ventilate au lait de soja. Sans mousse. 2 pompes de vanille. Les enfants, voici vos chocolats chauds. Il a distribué les gobelets un par un. Je regardais la vapeur s'échapper des couvercles blancs. J'ai attendu. Gareth a pris une gorgée de son propre Nitro Cold Brew, et a posé le sac. Il était vide. Oh, a-t-il dit en regardant dans le rétroviseur. Il a croisé mon regard une fraction de seconde. Oups. J'ai complètement oublié de te demander ce que tu voulais, Rash. Il n'avait pas l'air désolé, il avait l'air de s'ennuyer. C'est pas grave, ai-je menti. Ma voix était rauque. Eh bien, honnêtement, j'ai supposé que tu avais pris ton petit déjeuner à la maison, a-t-il continué en haussant les épaules. Et puis, ces boissons de luxe sont pleines de sucre. Tu t'en passes très bien. Je crois qu'il y a une bouteille d'eau dans la poche de la portière latérale, si tu as soif. Elle risque d'être chaude, par contre. J'ai regardé dans la poche de la portière. Il y avait une bouteille d'eau en plastique à moitié vide, avec l'étiquette à moitié décollée. Ça ressemblait aux déchets laissés par un précédent passager. Merci, Gareth, ai-je dit sèchement. L'hydratation, c'est la clé. Exactement, a-t-il dit en se tournant vers Blanca. Tu vois, elle préfère l'eau. C'est une question de budget. Quand on n'a pas d'argent, on apprend à apprécier ce qui est gratuit. J'ai serré les mâchoires, si fort que mes dents m'ont fait mal. J'ai tourné la tête, pour regarder par la lunette arrière. Nous avancions au pas au col de Sepulveda. Des milliers de voitures, des milliers de personnes menant leur vie. Aucune d'elles ne savait que la femme entassée dans le coffre de cette Cadillac, et bombardée d'emballages de bonbons, détenait un code d'habilitation capable de clouer au sol chaque vol à l'aéroport de Los Angeles. Nous sommes finalement arrivés au trottoir du terminal international Tom Bradley. Le chaos de l'aéroport était immédiat. Coups de sifflet, klaxons de navette, gens qui criaient. Je me suis extirpé de l'arrière. Mes jambes étaient engourdies par ma position exiguë. J'ai failli trébucher, lorsque mon sang a reflué vers mes pieds. Très bien, on y va, tout le monde. Gareth a tapé dans ses mains. L'enregistrement sur le trottoir, c'est pour les amateurs. On va à l'intérieur, dans la file prioritaire. J'ai recommencé à décharger les sacs. Soulever, balancer, lâcher. Soulever, balancer, lâcher. Je les ai empilés sur un chariot. La sueur coulait le long de ma colonne vertébrale, sous ma lourde veste. Gareth,
Blanca et les enfants se sont dirigés vers les portes vitrées coulissantes. Papa a suivi, en ajustant son chapeau. Maman est restée en arrière une seconde. Elle s'est approchée de moi, alors que je peinais à pousser le lourd chariot. Rachel, a-t-elle murmuré, en se penchant près de moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me remercier. Ou peut-être me proposer de porter un bagage à main. Écoute, a-t-elle dit. Sa voix était basse et pressante. Quand on sera à l'intérieur, essaie de marcher quelques pas derrière nous, d'accord? Je me suis figé. Quoi? Elle a tendu la main, pour retirer une peluche de mon épaule. Son nez s'est plissé de dégoût. C'est juste que... Regarde-toi. Les poignets de ta veste s'effilochent, et tu es mal peigné. Il va y avoir beaucoup de gens importants dans la file de la première classe. Des partenaires commerciaux de Garrett pourraient être là. On ne veut pas qu'il se fasse une fausse idée. La fausse idée, ai-je répété lentement. Que la famille a des difficultés financières, a-t-elle dit, en m'adressant un sourire de pitié. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est pour l'image de Garrett. Garde juste un peu de distance. Comme si tu nous aidais, mais que tu n'étais pas avec nous. Elle a tapoté ma joue, un coup doux mais cinglant. Et elle s'est retournée, pour se dépêcher de rejoindre les autres. Allez, ne traîne pas. Je suis resté là, sur le trottoir. Le rugissement d'un 747 au décollage a fait trembler le sol sous mes bottes. Comme si tu nous aidais, mais que tu n'étais pas avec nous. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient. Non pas sous le poids des sacs. Mais à cause d'une rage si pure, si brûlante, que j'avais l'impression qu'elle pourrait faire fondre l'asphalte. J'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes, jusqu'à ressentir une morsure de douleur aiguë. C'était la seule chose qui m'empêchait de hurler. Bien reçu, maman, ai-je murmuré dans les gaz d'échappement. De la distance? Tu veux de la distance? Je vais t'en donner, de la distance. J'ai poussé le chariot en avant. Mes yeux étaient fixés sur le dos de Garrett. Il marchait d'un pas assuré vers les portes automatiques. Il riait de quelque chose qu'avait dit Blanca, totalement inconscient de l'ombre qui le suivait. Il croyait entrer dans un salon VIP. Il ignorait qu'il marchait vers un peloton d'exécution. J'ai touché le plastique dur de la carte d'identité dans ma poche une dernière fois. Il était temps de s'enregistrer. Les portes coulissantes automatiques du terminal international Tom Bradley se sont ouvertes dans un sifflement. Et le mur de son nous a immédiatement frappé. C'était la symphonie unique de LAX. Un mélange chaotique de roues de valises cliquetant sur le carrelage, d'annonces rythmiques dans les haut-parleurs concernant les bagages abandonnés, et du bourdonnement grave de milliers de voyageurs stressés. Pour la plupart des gens, cet environnement est un cauchemar. Pour mon frère Garrett, c'était une scène de théâtre. Il a ajusté les revers de son blazer, vérifiant son reflet dans la vitre. Très bien la troupe, restez près de moi, a-t-il ordonné, bien qu'il ne regardât que sa femme et ses enfants. On passe en priorité. Je ne fais pas la queue. J'étais à 3 mètres derrière eux. Luttant avec le chariot à bagages, dont la roue gauche vacillait. Les 4 énormes malles Louis Vuitton, empilés dangereusement haut, menaçaient de basculer à chaque bosse sur le sol. Les gens me jetaient des regards noirs, tandis que je manœuvrais cette monstruosité à travers la foule. Je marmonnais des excuses que personne n'entendait. Garrett a marché droit vers le comptoir de United Airlines. Il a ignoré la file sinueuse de familles fatiguées et de routards, qui s'étirait vers l'entrée. Il s'est dirigé tout droit vers le tapis rouge, marqué accès premier, 1K, services mondiaux. Il y avait un cordon de velours. Il l'a décroché lui-même, sans attendre l'agent de bord. Et s'est avancé vers le comptoir, comme si la compagnie aérienne lui appartenait. Garrett Roach, a-t-il annoncé d'une voix forte. Il a claqué son passeport et une lourde carte American Express Platinum en métal sur le comptoir. Un groupe de 7. Je suis membre premier Platinum, et j'ai 4 bagages en surpoids. Mais vous allez annuler les frais, car... Eh bien, regardez mon statut. L'agente de comptoir, une femme d'âge moyen aux yeux cernés dont le badge indiquait le Brenda, a poussé un soupir imperceptible. Elle a commencé à taper. Bonjour, monsieur Roach. Je vois votre réservation. Vol pour Honolulu aujourd'hui. Moi, l'a corrigé sèchement Garrett. Correspondance à Honolulu. Mais assurez-vous que nos bagages soient étiquetés jusqu'à la destination finale,
avec des étiquettes prioritaires. Je n'ai pas envie d'attendre au carrousel avec le reste de la plèbe. Je les ai enfin rattrapés, le souffle court, en poussant le chariot jusqu'à la balance. J'avais le visage rouge à cause de l'effort. Gareth ne m'a pas proposé d'aide pour hisser les bagages sur le tapis. Il s'est contenté de taper du pied avec impatience. Plus vite, Rachel, a-t-il sifflé. Tu retardes la file. J'ai soulevé les malles de 22 kilos sur la balance, l'une après l'autre. Mon épaule, celle avec la cicatrice kéloïde laissée par la balle du sniper, me lançait d'une douleur sourde et brûlante. J'ai mordu l'intérieur de ma joue pour garder une expression neutre. Très bien, a dit Brenda, l'imprimante vrombissant derrière le comptoir. J'ai vos cartes d'embarquement ici. Elle a posé une pile de billets en papier glacé sur le comptoir. Gareth les a pris, les déployant en éventail comme une main gagnante au poker. Il s'est tourné vers la famille. Un roi bienveillant offrant des présents à ses sujets. Maman, papa. Il leur a tendu 2 billets. Rangée 2. Siège A et B. Première classe, des sièges qui s'allongent complètement. J'ai commandé le repas végétalien pour toi, maman, et le steak pour toi, papa. Le champagne est servi avant le décollage. Oh, Gareth, s'est exclamé ma mère, pressant le billet contre sa poitrine. Tu nous gâtes. Regardez, chérie, c'est écrit Zonin. Blanca, les enfants. Gareth a distribué les 3 suivants. Nous sommes dans la rangée 3. Sophie, tu as le hublot, comme ça, tu pourras voir les nuages. Léo, tu as le couloir, pour pouvoir courir partout. Ouais. Première classe, a applaudi Léo, en tirant la langue à un enfant qui patientait dans la file économique. Puis, il est resté un dernier billet. Il n'était pas imprimé sur du papier cartonné brillant. Il était imprimé sur ce fin papier thermique de reçu, qui rebique sur les bords. Gareth l'a brandi. Il ne me l'a pas tendu immédiatement. Il l'a agité en l'air, comme un petit drapeau blanc de reddition. Le terminal était bondé. Des gens autour, des hommes d'affaires en costume, des familles en vacances, observaient la scène. Gareth adorait avoir un public. Et pour toi, Rach, a-t-il dit. Sa voix a résonné, avec une jovialité théâtrale qui m'a donné la chair de poule. Il s'est rapproché, envahissant mon espace personnel. L'odeur de son eau de Cologne hors de prix, mêlée à l'air vicié de l'aéroport, était écœurante. J'ai fait de mon mieux, a-t-il menti en souriant. Mais tu sais comment c'est. Les prix pendant les vacances sont délirants. Alors, voilà pour toi. Il m'a tendu le bout de papier fin. Siège 42, a-t-il annoncé clairement. Il s'assurait que les gens dans la file derrière nous l'entendent bien. C'est le siège du milieu dans la dernière rangée, juste à côté des toilettes. Tu sais. Là où la magie opère. Blanca a laissé échapper un petit gloussement aigu, puis s'est couvert la bouche de sa main manucurée. Oh, Gareth, arrête. C'est méchant. Mais ses yeux pétillaient d'amusement. Gareth a gloussé, secouant la tête. Et, je lui rends service. Elle a l'habitude de souffrir, pas vrai? Je veux dire, regarde là. Il a fait un vague geste vers ma tenue. La veste Walmart élimée. Les baskets usées. La première classe, ce n'est pas pour ceux qui vivent d'un chèque de paie à l'autre, Rach. Tu te sentirais pas à ta place. Tu ne saurais même pas quelle fourchette utiliser. Le monde a semblé ralentir. Je pouvais entendre le vrombissement du tapis roulant, emportant les bagages de mes parents. Je pouvais entendre le carillon des annonces vocales. Je sentais le regard des inconnus autour de nous. Certains semblaient pleins de pitié. D'autres semblaient gênés. Ma mère a détourné les yeux, feignant d'être fascinée par une publicité du Tifri sur le mur. Mon père a ajusté son chapeau, fixant ses chaussures. Ils avaient honte. Pas de la cruauté de Gareth. Mais de moi. De ma pauvreté. Du fait que j'étais la risée de la famille. Allez, prends-le, a insisté Gareth en agitant le billet. L'embarquement commence dans 20 minutes. Tu es en zone 5. Alors, tu devras attendre que tout le monde soit installé. Mais bon, au moins tu es dans l'avion. J'ai regardé le billet. Siège 42, classe économique. Puis j'ai regardé Gareth. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vraiment regardé.
J'ai vu l'insécurité derrière son sourire arrogant. J'ai vu le besoin désespéré de se sentir supérieur, parce qu'au fond de lui, il savait qu'il était insignifiant. Et là, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un bruit fort. C'était le cliquetis métallique et discret d'un cran de sûreté qu'on désengage. La colère, qui bouillonnait dans mes tripes depuis 19 ans, s'est soudainement refroidie, pour devenir quelque chose de solide, de dangereux. Je n'ai pas tendu la main pour prendre le billet. Je ne veux pas de ton billet, Gareth, ai-je dit. Ma voix était basse. Mais elle a tranché le bruit du terminal comme une lame. Le sourire de Gareth s'est effacé. Pardon? Ne sois pas ingrate, c'est une place à 600 €. Je n'en ai pas besoin, ai-je répété. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste bon marché. Mes doigts ont frôlé le plastique froid et dur de la carte d'identité, que le général Miller m'avait donnée. Elle me semblait lourde. Comme une arme chargée. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Gareth, fronçant les sourcils. Arrête de faire un scandale. Les gens nous regardent. Oui, ai-je répondu en ancrant mon regard dans le sien. Ils nous regardent. Tu voulais un spectacle, n'est-ce pas? J'ai sorti la carte. Elle était noire. Avec une bande holographique rouge, qui reflétait la lumière des néons. Elle ne ressemblait pas à une carte de crédit. Elle ne ressemblait pas à un permis de conduire. Elle ressemblait à l'autorité incarnée. Je me suis tourné vers Brenda, l'agente de comptoir, qui observait le drame familial avec de grands yeux. Madame, ai-je dit. Ma voix avait changé. L'hésitation avait disparu. Les balbutiements avaient disparu. C'était la voix qui commandait des bataillons. J'autorise une priorité de niveau 1. J'ai posé la carte sur le scanner du comptoir. Gareth a ri nerveusement. Rachel, c'est quoi ça? Une carte de bibliothèque? Tu te ridiculises. Mais alors, la machine a bipé. Ce n'était pas le bip joyeux et habituel du scan d'une carte d'embarquement. C'était une sirène d'urgence. Un double son strident, qui a résonné depuis le terminal informatique. L'écran derrière le comptoir a clignoté. Il n'affichait pas de numéro de siège. Il a viré au rouge cramoisi clignotant. Avez-vous déjà vécu un de ces moments, où vous tenez enfin tête à votre harceleur, et où la pièce plonge dans un silence de mort? Ce sentiment, quand vous cessez d'accepter qu'on vous manque de respect. Si vous attendiez de voir Rachel réduire l'ego de son frère en miettes, écrasez ce bouton j'aime tout de suite. Et je veux savoir, quelle est la chose qu'un membre de votre famille vous a dite, et que vous ne pardonnerez jamais? Commentez et respect, si vous pensez que Rachel s'apprête à lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Brenda a regardé l'écran. Toute couleur a quitté son visage. Elle a regardé la carte, puis a levé les yeux vers moi. La bouche grande ouverte. Gareth a arrêté de rire. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, a-t-il exigé de savoir. Rachel, as-tu cassé la machine? Non, Gareth, ai-je dit doucement. Le bruit de pas lourd commençait à se rapprocher, depuis le point de contrôle de sécurité. Je viens juste de m'enregistrer. Le son qui a jailli du terminal d'enregistrement n'était pas un simple bip. C'était un hurlement. Un cri électronique perçant et dissonant. Il tranchait le bourdonnement sourd du terminal international Tom Bradley, comme un couteau dans une toile. Il a déclenché une réaction viscérale et immédiate, chez toutes les personnes se trouvant dans un rayon de 15 mètres. Les conversations se sont arrêtées net. Les têtes se sont brusquement tournées. Un bébé dans une poussette, à 3 fils de là, s'est mis à hurler. L'écran de l'ordinateur, derrière le comptoir, n'a pas seulement clignoté. Il a explosé de couleurs. Le bleu apaisant et standard de l'interface de la compagnie aérienne a disparu. Il a été remplacé instantanément, par une lumière cramoisie pulsante et agressive. Je me tenais parfaitement immobile, la main posée sur la carte d'identité noire. Brenda, l'hôtesse d'accueil, a poussé une exclamation étouffée et a reculé de l'écran. Comme s'il était radioactif. Son visage était baigné d'une lueur rouge. Ses yeux étaient écarquillés par un mélange de terreur et de confusion. Elle regardait le texte défiler sur l'écran, ses lèvres remuant silencieusement alors qu'elle lisait ces mots, qu'aucun agent d'accueil civil ne s'attend jamais à voir. Alerte critique. Code rouge. Identité confirmée. Colonel Rachel L. Roach. Commandant Usazok.
Agent de niveau 1. Ne pas retenir. Sécuriser le périmètre. Oh, mon Dieu, murmura Brenda. Ses mains tremblaient, alors qu'elle tendait le bras vers le téléphone sur son bureau. Oh, mon Dieu. Garrett, qui riait encore quelques secondes plus tôt, fit un pas trébuchant en arrière. Son visage est passé de l'amusement arrogant à un choc d'une pâleur cadavérique. Il regarda l'écran clignotant, puis moi, puis les agents de sécurité qui commençaient déjà à tourner la tête dans notre direction. Rachel, siffla-t-il, la voix brisée. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? C'est une carte de crédit volée? Tu as piraté le système? Je n'ai rien fait, Garrett, ai-je répondu calmement. Je viens juste de m'enregistrer. Ne me mens pas, a-t-il hurlé. La panique montait dans sa poitrine. Il regarda autour de lui, observant la foule qui nous dévisageait. Il était terrifié à l'idée que sa réputation soit sur le point d'être entachée par l'incompétence de sa sœur. Il a levé les mains dans un geste de reddition, prenant ses distances avec moi. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle est mentalement instable. Je ne suis pas avec elle. C'est une fraude. Ma mère a agrippé le bras de mon père, les jointures blanches. Rachel, s'il te plaît, a-t-elle supplié, la voix tremblante. Excuse-toi, c'est tout. Dis-leur que c'est une erreur avant qu'ils ne t'arrêtent. Mais, personne ne les écoutait. Parce que le sol avait commencé à trembler. À l'autre bout du terminal, près des portes de contrôle de sécurité était sa pré-check, une agitation a éclaté. On aurait dit que le tonnerre grondait à l'intérieur du bâtiment. Les gens criaient, et s'écartaient précipitamment. Ouvrez le passage. Bougez. 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 Une escouade de 6 policiers militaires, flanqués de 4 opérateurs tactiques en équipement de combat complet et gilet porte-plaque, casque et carabine M4 en bandoulière sur la poitrine a fendu la foule. Ils se déplaçaient avec la terrifiante précision synchronisée d'une meute de loups. Ils ne marchaient pas. Ils sprintaient en formation. À terre, a hurlé quelqu'un dans la foule. C'est une descente. Garrett a glapi, et s'est recroquevillé derrière son chariot à bagages. Il utilisait ses malles Louis Vuitton comme barricade. C'est elle. Il m'a pointé d'un doigt tremblant. C'est elle qui a la fausse carte. Arrêtez-la. Je n'ai rien à voir avec ça. Les soldats l'ont ignoré complètement. Ils ne l'ont même pas regardé. Ils ont foncé droit vers le comptoir d'enregistrement. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Les gens brandissaient leur téléphone pour filmer le chaos, leurs visages éclairés par les écrans. L'opérateur de tête, un homme imposant avec un casque tactique, a atteint le comptoir en premier. Il ne m'a pas plaqué au sol. Il ne m'a pas crié de m'allonger par terre. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi, et a fait volte-face, faisant face à la foule. Les autres soldats ont fait de même. En 2 secondes, ils avaient formé un périmètre défensif parfait, et impénétrable, autour de moi. Ils me tournaient le dos. Leurs armes maintenues vers le bas, prêtes à tirer. Ils balayaient le terminal à la recherche de menaces. Je me tenais au centre du cercle. L'œil du cyclone. Le silence soudain qui est tombé sur le terminal, était lourd. Il n'était brisé que par le bruit rythmique des bottes lourdes approchant sur le sol en marbre. Tude, tude, tude. Un homme a franchi l'ouverture laissée par les soldats. Il portait l'uniforme vert de cérémonie de l'US Army. Les feuilles de chêne d'un major brillaient sur ses épaulettes. Il marchait avec une détermination telle, que l'arrogance d'homme d'affaires de Garrett ressemblait, en comparaison, à la démarche chancelante d'un bambin. Il s'est arrêté juste devant moi. Il a regardé ma veste Walmart effilochée. Il a regardé mes baskets usées. Il a regardé mes cheveux en bataille. Et, il n'a pas scié. Il a claqué des talons. Le son a été sec, comme un coup de pistolet. Il a levé la main pour effectuer un salut net et sans faille. Colonel Roach, a-t-il aboyé. Sa voix portant à travers le terminal silencieux. Je me suis lentement redressé. J'ai roulé les épaules en arrière. Le poids fantôme de mon lourd sac à dos s'est remis en place. Je n'étais plus Rachel, l'employé de bureau. J'étais le commandant. J'ai rendu le salut, ma main fendant l'air avec précision. Major. Mon colonel, a répondu le major, baissant la main mais restant au garde à vous. Le général Miller a envoyé l'équipe d'extraction.
Nous avons sécurisé le terminal. Le CE-37B est ravitaillé. Les moteurs tournent sur le tarmac. Nous sommes prêts pour un départ immédiat, vers la base aérienne de Hickam. J'ai hoché la tête. Excellent timing, Major. Ne faisons pas attendre le général. Du coin de l'œil, j'ai perçu un mouvement. Garrett se relevait lentement de derrière ses bagages. Sa bouche était ouverte, si grande que sa mâchoire semblait déboîter. Ses yeux allaient des soldats, au major, et enfin, à moi. Son cerveau tentait de traiter les données impossibles qui s'affichaient devant lui. Et, il échouait. « Colonel » murmura-t-il. Le mot semblait étranger dans sa bouche. « Quoi ? Qui ?» Mon père fit un pas en avant, le visage livide. « Rachel, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi te salue-t-il ? » « Reculez, monsieur » cria l'un des PM, policiers militaires, s'interposant entre mon père et moi, la main levée. Maintenez une distance de 3 mètres avec la personnalité VIP. VIP, couina ma mère. Mais elle travaille à la poste. Le major tourna légèrement la tête, lançant à mes parents un regard d'un mépris foudroyant, capable de décaper la peinture d'un mur. Le colonel, dit-il d'un ton glacial, est l'un des officiers les plus hauts gradés du commandement des opérations spéciales de l'US Army. Vous lui témoignerez le respect qui lui est dû. Garrett baissa les yeux vers sa main. Il tenait toujours le billet en papier thermique pour le siège 42, le billet en classe éco près des toilettes. Sa main se relâcha. Le billet volta vers le bas, dérivant dans l'air comme une feuille morte. Il se posa doucement sur le sol sale de l'aéroport. Autour de nous, la foule, initialement terrifiée, était devenue subjuguée. Des centaines de smartphones étaient levés. Les flashs crépitaient. J'entendais les chuchotements se propager parmi les spectateurs comme une onde. C'est une espionne ? Mec, c'est dingue. Regarde les soldats. C'est qui ? J'ai regardé Garrett une dernière fois. Il avait l'air minuscule, si incroyablement petit. Il portait un costume à 3000 €, mais à cet instant, il ressemblait à un enfant portant les vêtements de son père. Major, ai-je dit en tournant le dos à ma famille. Prenez mon sac. Oui, mon colonel. Le major a fait un signe. Un des opérateurs tactiques, un homme qui avait l'air de pouvoir soulever un camion au développé couché, s'est avancé. Il a délicatement ramassé mon sac de sport cabossé, comme s'il s'agissait de la valise nucléaire. Par ici, mon colonel a indiqué le major, en désignant une porte latérale sécurisée, qui avait été ouverte par les agents de la TSA. J'ai commencé à marcher. Les soldats se sont déplacés avec moi, formant une phalange d'acier et de Kevlar. Rachel, a crié Garrett derrière moi, retrouvant enfin sa voix. C'était une supplication désespérée, pleine de confusion. Rachel, attends. Le vol, les bagages. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. J'ai marché à travers ce couloir de soldats, laissant le bruit, les jugements et le billet en classe économique sur le sol derrière moi. Pour la première fois en 19 ans, je ne les suivais pas. Je menais la marche. Et ils ne pouvaient pas me suivre, là où j'allais. Le silence qui était tombé sur le terminal n'a pas duré longtemps. Il a été brisé, par le frottement frénétique et désespéré de chaussures en cuir italien, sur le carrelage de l'aéroport. Garrett ne parvenait pas à assimiler les données visuelles devant lui. Son cerveau, programmé pour les algorithmes et les marchés boursiers prévisibles, avait rencontré une erreur fatale. Il regardait les soldats former un mur d'acier autour de moi. Et son ego refusait tout simplement d'accepter la réalité. Il ne voyait pas un colonel. Il voyait sa petite sœur en train de lui faire une farce. C'est ridicule, a hurlé Garrett. Son visage virant au violet foncé. Une couleur laide, de prune. Rachel, arrête cette mascarade tout de suite. Tu fais un scandale. Il s'est précipité en avant. C'était un réflexe. Un instinct né de 40 années de privilèges. Il a tendu le bras pour m'agripper, tout comme il le faisait quand nous étions enfants, et qu'il voulait me traîner hors de sa chambre. Il n'a jamais pu m'atteindre. Avant même que ses doigts ne puissent effleurer le tissu de ma veste Walmart, l'opérateur tactique le plus proche a bougé. Ce fut un flou de mouvement, efficace et violent. Le soldat s'est interposé dans l'espace de Garrett. Et a exécuté une parfaite frappe à main ouverte, en plein sur sa poitrine.
Une poussée façon joueur de football américain, qui portait la force d'un bélier. BIM. Le bruit de l'air chassé des poumons de Garrett était audible. Il a volé en arrière, ses pieds s'emmêlant dans ses propres jambes. Il s'est violemment écrasé contre le flanc du chariot à bagages, renversant une pile de malles Louis Vuitton. Recule, a rugi le soldat, sa voix claquant comme le tonnerre. Il n'avait pas dégainé son arme, mais sa main planait dangereusement près du pistolet à sa hanche. Maintenez une distance de 3 mètres par rapport à l'officier supérieur. Ceci est votre premier et dernier avertissement. Garrett s'est débattu pour retrouver l'équilibre. Agrippant sa poitrine, cherchant sa respiration. Vous m'avez poussé. C'est une agression. Je vais porter plainte contre vous. Je vais porter plainte contre toute cette foutue armée. Monsieur. Le major s'est avancé. Sa voix était calme, mais teintée d'une froideur terrifiante. Vous venez de tenter de porter la main sur un atout militaire de haut rang, lors d'un déploiement code rouge. Si vous faites un pas de plus, vous ne porterez plainte contre personne. Vous serez détenu en vertu du Patriot Act. Pour entrave à une opération fédérale. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Garrett s'est figé. Les mots au Patriot Act et détenu ont tranché sa rage, comme de l'eau glacée. Il a regardé le major, puis les soldats, et enfin il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé. Mon père est sorti de derrière le chariot à bagages. Il tremblait. Il a enlevé son chapeau, ses doigts jouant nerveusement avec le bord. Il a plissé les yeux vers les soldats. Puis vers la façon dont le major se tenait au garde-à-vous à côté de moi. Colonel, a chuchoté papa. Le mot sonnait bizarrement dans sa bouche. Rachel, a-t-il dit colonel? Tu es colonel? J'ai regardé mon père. J'ai vu la confusion dans ses yeux. La réécriture soudaine de 19 ans d'histoire. Il essayait de concilier l'image de la fille qui, selon lui, tamponnait des enveloppes, avec la femme se tenant au centre d'un périmètre d'opérateur des forces spéciales. Je ne lui ai pas fourni d'explication. Je ne me suis pas excusé. J'ai simplement croisé son regard, et je lui ai fait un unique signe de tête lent. Oui, ai-je répondu. Ma mère a lâché un sanglot, en couvrant sa bouche de sa main. Mais pourquoi? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous pensions que tu étais. Nous pensions que tu avais besoin d'aide. Nous essayions seulement de t'aider. M'aider, ai-je répété d'une voix plate. En me nourrissant de restes. En me faisant porter vos sacs. En me disant que je n'étais pas assez bien. Nous voulions que tu sois réaliste, a-t-elle pleuré, en regardant autour de la foule qui filmait maintenant toute la scène. Elle a vu les téléphones. Elle a vu les voyants rouges d'enregistrement. Elle a réalisé exactement l'impact que cela aurait, aux nouvelles du soir. Garrett, fais quelque chose. Tout le monde nous regarde. Garrett a redressé sa veste. Il a passé une main dans ses cheveux gominés, ses yeux balayant frénétiquement le terminal. Lui aussi voyait les smartphones. Il savait comment fonctionnait Internet. Il savait que dans environ 10 minutes, Martin Garrett Roach serait en tête des tendances, et ce ne serait pas pour le lancement d'un produit. Il a forcé un sourire. Un sourire grotesque et vacillant. D'accord, a ri nerveusement Garrett, en levant les mains. Tu m'as eu, Rach. Bonne blague. Franchement, tu m'as eu. Les soldats, la sirène. Très sophistiqué. Tu as engagé ces gars? C'est pour une émission? Il a fait un pas hésitant en avant, tâtant le terrain. Écoute, la presse est là, a-t-il chuchoté bruyamment, en inclinant la tête vers les spectateurs. On ne va pas laver notre linge sale en public, d'accord? Nous sommes une famille. Le sang est plus épais que l'eau. Pas vrai? Dis juste à tes amis ici de nous laisser passer. Nous pouvons t'accompagner jusqu'à la porte VIP. Je suis sûr qu'il y a de la place dans le salon pour nous tous. Nous pourrons en rire autour d'une coupe de champagne. Il voulait partager la lumière des projecteurs. Il voulait profiter du pouvoir qu'il avait passé toute sa vie à me dénier. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de blessure. Je n'ai ressenti qu'une froide et lointaine pitié. Il avait l'air si petit, si désespéré. Garrett, ai-je lancé, ma voix résonnant clairement au-dessus de la foule silencieuse.
Sais-tu ce qu'Abraham Lincoln a dit un jour? Il a cligné des yeux, décontenancé par ce changement de sujet. Quoi? On s'en fout de Lincoln en ce moment. Nous avons un vol à prendre. Il a dit, presque tous les hommes peuvent faire face à l'adversité. Mais si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui le pouvoir. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Tu as du pouvoir, Garrett. Tu as de l'argent. Tu as un statut social. Tu as la carte Platinum, et le titre de PDG. Et la vie t'a donné une épreuve. Elle t'a donné une petite sœur, que tu croyais faible. Et, tu as utilisé ton pouvoir pour l'écraser. Tu as utilisé ton pouvoir pour l'humilier. Le sourire de Garrett a disparu. Toute couleur a de nouveau quitté son visage. Je plaisantais, c'est tout, a-t-il balbutié. Ce sont juste des taquineries entre frères et sœurs, Rachel. Tu es trop sensible. Et maintenant, ai-je continué, ignorant ses excuses. La roue a tourné. Maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir. J'ai fait un geste vers les soldats, vers les écrans rouges clignotants, vers le major qui attendait mes ordres. Alors, dis-moi, Garrett. Qu'est-ce que ça fait d'être celui qui reste sur la touche? Garrett a regardé autour de lui. La foule ne riait plus avec lui. Les gens murmuraient. Il jugeait. Il était le clown au centre de la piste de cirque, et son maquillage coulait. Rach, allez, a-t-il supplié, sa voix se muant en un gémissement. Ne nous laisse pas là. Pas comme ça. Laisse-moi juste venir avec toi. Je peux surclasser mon billet. Je peux acheter une place dans ton jet. Combien ça coûte? Je te fais un chèque tout de suite. J'ai secoué la tête lentement. Un petit sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Tu avais raison tout à l'heure, Garrett. Tu avais tout à fait raison. Ses yeux se sont illuminés d'une lueur d'espoir. J'avais raison sur quoi? Tu as dit que je n'avais pas ma place en première classe, ai-je répondu. Et tu avais raison. Je n'y ai pas ma place. J'ai fait un pas en arrière. Les soldats ont bougé avec moi, dans une synchronisation parfaite. Mais, tu n'as pas ta place là où je vais non plus. Tu vois, l'argent peut t'acheter un siège inclinable sur United, Garrett. Mais ça ne peut pas t'acheter une habilitation de sécurité top secret. Et, ça ne peut certainement pas t'acheter le caractère requis pour t'asseoir dans mon avion. J'ai pointé du doigt le sol, là où le billet en papier thermique froissé reposait près de sa chaussure. Garde ce siège, Garrett. Siège 42. Le siège du milieu, à côté des toilettes. Je l'ai regardé droit dans les yeux, lui assénant le coup de grâce. Je pense que tu trouveras l'odeur à ton goût. Major, ai-je ordonné, en lui tournant le dos. Allons-y. Oui, mon colonel. Les soldats ont pivoté. J'ai avancé, la tête haute. Mon allure calquée sur le rythme des opérateurs autour de moi. Rachel, a crié Garrett derrière moi. C'était un cri brisé, pathétique. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton frère, Rachel. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas tressailli. J'ai traversé les doubles portes sécurisées, que les agents de la TSA maintenaient ouvertes pour moi. Je suis passé devant les spectateurs médusés, qui baissaient leur téléphone avec respect sur mon passage. Je me suis éloigné de la toxicité, des abus, et de la petitesse de la vie que je laissais derrière moi. Derrière moi, les lourdes portes de sécurité se sont refermées, dans un fracas sourd et définitif, coupant à jamais le son de la voix de mon frère. La lourde porte pressurisée du Gulfstream C-37B s'est scellée avec un tude satisfaisant, coupant instantanément le chaos de l'aéroport international de Los Angeles. Les sirènes hurlantes, les flashs des appareils photo, et les cris désespérés de mon frère. Tout a disparu. C'était remplacé par le silence feutré et respectueux, du luxe militaire. Bienvenue à bord, mon colonel. Le chef de cabine, un jeune sergent-chef à l'uniforme impeccable, a pris mon sac de sport usé. Comme s'il était fait de soie. Notre temps de vol est de 5h20, jusqu'à la base aérienne d'ICAM. Puis-je vous apporter quelque chose, avant que nous ne commencions le roulage? J'ai regardé autour de moi dans la cabine. Ce n'était pas juste un avion. C'était un sanctuaire. Les sièges n'étaient pas que des sièges. C'étaient de grands fauteuils en cuir couleur crème,
qui pivotaient et s'allongeaient pour devenir de vrais lits. Les parois étaient recouvertes d'acajou poli. Il n'y avait pas de bataille pour l'espace dans les compartiments à bagages supérieurs. Il n'y avait pas de bébé qui pleurait dans la rangée 34. Il n'y avait que de l'espace. Un espace glorieux et vide. Un verre, ai-je demandé, ma voix résonnant plus fort que je ne l'aurais cru dans la cabine silencieuse. Du bourbon. Sec. Du Blanton S, si vous avez. Un excellent choix, mon colonel. Je me suis enfoncé dans le fauteuil en cuir près du hublot. Il a accueilli mon corps fatigué, comme dans une étreinte chaleureuse. J'ai complètement étendu mes jambes, et mes pieds n'ont pas touché le siège devant moi. J'ai fermé les yeux un instant. Je laissais la vibration des moteurs gronder à travers le plancher. C'était un bourdonnement de puissance, le son de la capacité et de la force. Quelques minutes plus tard, le sergent est revenu avec un verre en cristal. Le liquide ambré tourbillonnait, autour d'un seul glaçon parfaitement sphérique. Décollage dans 2 minutes, mon colonel. Alors que le jet rugissait sur la piste, et s'élevait sans effort dans le ciel, virant au-dessus de l'océan Pacifique. J'ai enfin expiré. J'ai regardé l'immense quadrillage de Los Angeles rétrécir sous mes yeux. Jusqu'à ce que les voitures sur l'île 405 ressemblent à des bactéries se déplaçant lentement. Quelque part en bas, dans ce pétrin, il y avait un Cadillac Escalade noir. Il transportait une famille très mécontente. J'ai pris une gorgée de bourbon. Il était doux, avec des notes de caramel et de chêne qui brûlaient agréablement dans ma poitrine. J'ai plongé la main dans ma poche, et j'ai sorti mon téléphone personnel. Je l'avais éteint pendant la confrontation à la porte d'embarquement. Désormais, à 12 000 mètres d'altitude, connecté au réseau Wi-Fi sécurisé du jet. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'appareil a failli me glisser des mains, tant il vibrait. Les notifications ne se contentaient pas d'apparaître, elles dévalaient l'écran comme une cascade. Mes SMS, mes emails et mes applications de réseaux sociaux explosaient. J'ai d'abord ouvert Twitter. Je n'ai même pas eu besoin de chercher. C'était là, en plein sur la page pour vous, en première position des tendances aux États-Unis, 40 aéroports, Colonel Roach, Garrett Roach exposé. Une vidéo, manifestement filmée par un passant, atteignait déjà les 4 millions de vues. On y voyait toute l'interaction. Garrett agitant le billet, son visage arrogant. Mon refus calme, les sirènes rouges, et enfin, les soldats formant ce mur d'acier autour de moi. Les commentaires étaient impitoyables. T'as vu sa tête quand les flics militaires ont débarqué? Mémorable. Imagine essayer de frimer avec une carte Platinum devant un commandant des forces spéciales. Quel clown. Ce salut, par contre. J'en ai des frissons. Respect au colonel Roach. Cancel ce gars. Qui traite sa sœur comme ça? Je suis passé à l'application financière. L'entreprise de Garrett, Roach Tech, était cotée en bourse. Le graphique de l'action saignait. Elle avait chuté de 12% au cours de la dernière heure. Le fil d'actualité affichait déjà les gros titres, le PDG de Roach Tech sous le feu des critiques, après qu'une vidéo virale montre un comportement abusif envers un officier militaire. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. En Amérique, le marché pardonne les mauvais produits. Mais il pardonne rarement un désastre de relations publiques, impliquant l'armée. Garrett avait touché la ligne à haute tension de la culture américaine. Et il était en train de se faire griller. J'ai ensuite ouvert mes SMS. Il y avait 20 messages non lus de maman. Rachel, ma chérie, tu es là. S'il te plaît, réponds. On ne savait pas, colonel? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Ton père est sous le choc. On est si fiers de toi. On a toujours su que tu étais spécial. Écoute, c'est la folie à l'aéroport. Les gens crient sur Garrett. Ça fait peur. Est-ce que tu peux faire demi-tour à l'avion, ou peut-être nous envoyer une voiture? On peut encore sauver les vacances. On t'aime. S'il te plaît, réponds. J'ai fixé les émojis en forme de cœur. Pendant 19 ans, j'avais attendu ces mots. On est si fiers de toi. J'avais saigné pour ces mots. J'avais manqué des anniversaires, des mariages, des fêtes. J'avais servi dans les coins les plus sombres de la terre, en espérant simplement qu'un jour je rentrerais à la maison, et qu'ils me verraient. Et maintenant, les voilà. Mais ils semblaient vides.
Cela ressemblait à une transaction. Ils n'étaient pas fiers de moi. Ils étaient fiers du grade. Ils étaient fiers de la proximité du pouvoir. Et surtout, ils étaient terrifiés par les conséquences de m'avoir perdu. J'ai fait défiler l'écran vers le bas. Les SMS de Gareth étaient encore pires. Rachel, réponds au téléphone. Ce n'est plus drôle. Mes investisseurs se retirent. Tu as la moindre idée de l'argent que j'ai perdu en 30 minutes. Tu dois publier un communiqué. Dis-leur que c'était une blague. Dis-leur qu'on filmait un sketch ou quelque chose comme ça. Je te paierai. Fixe ton prix. Rachel, tu me tues. Je suis ton frère. Tu me dois ça. Tu me le dois. J'ai pris une autre gorgée de bourbon, laissant le liquide reposer sur ma langue. J'ai regardé par le hublot le bleu profond et infini du Pacifique. Le ciel était vide et dégagé. Je me suis souvenu d'avoir eu 10 ans, de m'être écorché le genou dans la cour de récréation. Je me suis souvenu d'avoir couru vers Gareth, en pleurant, voulant que mon grand frère m'aide. Il avait ri, et m'avait dit d'arrêter de faire le bébé. Je me suis souvenu d'avoir montré un dessin à ma mère, et de l'entendre me demander pourquoi je ne pouvais pas dessiner aussi bien que Gareth. J'ai alors réalisé que je n'étais pas en colère. La colère exige de la passion. La colère implique que l'on se soucie encore du résultat. Je ne ressentais rien. Juste un soulagement silencieux et profond. Le genre de soulagement que l'on ressent quand on dépose enfin un sac à dos très lourd, qu'on a porté sur des kilomètres. Je ne lui devais rien. Je ne leur devais ni mon silence, ni mon travail, ni ma protection. Plus maintenant. Je n'ai rien tapé. Je n'ai envoyé aucune réponse cinglante. Je n'ai envoyé aucun émoji de pardon. J'ai simplement maintenu le bouton latéral de mon téléphone enfoncé. Glisser pour éteindre. J'ai fait glisser mon pouce sur l'écran. Le chaos numérique, les supplications, le faux amour, la panique. Tout s'est évanoui dans l'obscurité. La cabine était de nouveau silencieuse, à l'exception du doux tintement de la glace dans mon verre. J'étais seul, à 12 000 mètres d'altitude. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus de famille vers laquelle retourner. J'étais une orpheline de ma propre volonté. Mais en regardant les nuages s'étirer vers l'horizon, vers Hawaï, et la mission qui m'attendait, j'ai réalisé autre chose. J'étais libre. Sergent, ai-je appelé doucement, sans me détourner du hublot. Le chef de cabine est apparu instantanément. Oui, mon colonel. Nous allons devoir préparer le briefing tactique, pour l'atterrissage sur Oahu, ai-je dit. Ma voix était calme et forte. Mais donnez-moi encore 10 minutes. Je profite juste de la vue. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mon colonel. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une inspiration. C'était la première bouffée d'air depuis 19 ans, que je sentais m'appartenir entièrement. 48 heures plus tard, la mission pour sécuriser le réseau électrique d'Oahu était terminée. La cyberattaque avait été déjouée, le malware isolé, et les agents locaux du groupe Blackout étaient placés en garde à vue fédérale. L'île était en sécurité. Et, les touristes sirotant leur mettaient au bord de la piscine n'avaient aucune idée d'à quel point ils avaient frôlé l'obscurité. Je me trouvais dans le hall à ciel ouvert de l'hôtel Royal hawaïen, le palais rose du Pacifique. L'air flirtait la frangipanier et le sel marin. Le soleil de fin d'après-midi baignait tout d'une chaude lueur dorée, mais je ne ressentais pas l'humidité. Je portais mon uniforme de service de l'armée, le dress blues. La veste sombre était parfaitement cintrée, et la bande dorée le long du pantalon assez nette pour couper du verre. Sur ma poitrine, mes rubans captaient la lumière, la Silver Star, la Purple Hat, la Legion of Merit. J'ai vérifié ma montre. 17 heures de l'autre côté du hall, installé sur un canapé en velours moelleux, se trouvait la famille Roach. Ils ressemblaient à des réfugiés d'une autre vie. Ma mère portait un munu floral, dont les couleurs semblaient trop vives pour son expression lugubre. Mon père fixait le sol en se tordant les mains. Et puis il y avait Gareth. Il n'avait plus l'air du maître de l'univers. Il portait une chemise en lin froissé, sortie de son pantalon. Il ne s'était pas rasé depuis 2 jours. Il laissait apparaître une barbe de 3 jours grisonnante sur le menton. Ses yeux étaient injectés de sang. Il balayait le hall comme s'il s'attendait à voir un tireur d'élite dans les palmiers. Quand il m'a vu approcher, il s'est levé si vite, qu'il a renversé une tasse de café sur la table. « Rachel » a-t-il soufflé en faisant un pas en avant.
Il a regardé mon uniforme. L'espace d'une seconde, l'ancien rictus arrogant a tenté de refaire surface, mais il est mort instantanément. Remplacé par un désespoir absolu. Merci d'être venu. Je ne pensais pas que tu le ferais. J'ai un vol de retour pour décès dans 3 heures, ai-je dit, en gardant mes distances. Je voulais dire au revoir à maman et papa correctement. D'accord, a dit nerveusement Gareth, en essuyant ses paumes moites sur son pantalon. Écoute, Rash. Il faut qu'on parle de la situation. Il a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient. La vidéo a 20 millions de vues, a-t-il chuchoté, la voix brisée. 20 millions. Le conseil d'administration a convoqué un vote de défiance demain matin. Ils vont m'évincer, Rachel. Ils vont me prendre mon entreprise. Mes stock options ne valent plus rien. Je vais perdre la maison à Palo Alto. Je vais tout perdre. Je l'ai regardé s'effondrer. C'était douloureux, mais nécessaire. Comme de voir la fièvre retomber. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Gareth? Fais une vidéo avec moi, a-t-il supplié, les yeux écarquillés et larmoyants. Juste une courte vidéo. On se tient ici, devant le coucher de soleil. Tu portes l'uniforme. On sourit. On dit que c'était un malentendu. Un sketch. Une campagne de marketing virale, pour une association d'anciens combattants. Oui, on dit qu'on a fait ça pour sensibiliser aux problèmes des vétérans. Il a ri, un son maniaque et aigu. C'est parfait. Tu sauves ma réputation. Je fais un don de 100 000 balles à une association, et tout le monde y gagne. S'il te plaît, Rachel. Tu es ma sœur. Tu ne peux pas les laisser me détruire. Mes parents se sont levés à leur tour, planant derrière lui. Ma mère m'a regardé avec des yeux implorants. Rachel, s'il te plaît. Ton frère a travaillé si dur pour cette entreprise. Ne laisse pas une bête dispute ruiner sa vie. Je les ai regardés. Pendant 19 ans, leur voix m'avait contrôlé. Leur approbation était la drogue à laquelle j'étais accro. Mais, debout là, dans mon uniforme, entouré de la force tranquille de mes propres accomplissements. J'ai réalisé que l'addiction était brisée. Non, ai-je dit. Le mot est resté suspendu dans l'air humide, tel un coup de tonnerre. Gareth s'est figé. Quoi? J'ai dit non, Gareth. Je ne mentirai pas pour toi. Et, je n'utiliserai certainement pas mon uniforme, un uniforme dans lequel des hommes et des femmes sont morts, comme accessoire pour sauver ton portefeuille d'action. Mais je suis ta famille, a crié Gareth, attirant le regard de quelques touristes à proximité. Tu es censé me soutenir. Je t'ai soutenu, ai-je répondu doucement. Quand nous étions enfants, je t'ai défendu contre ceux qui t'embêtaient. Quand tu as lancé ta première entreprise, je t'ai envoyé de l'argent depuis ma solde de déploiement en Irak. J'ai assuré tes arrières pendant 40 ans, mais toi, tu n'as jamais assuré les miens. Gareth s'est affaissé sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. J'étais jaloux, a-t-il marmonné dans ses paumes. Pardon? Il a levé la tête, les larmes coulant sur son visage. J'étais jaloux, d'accord? Tu étais toujours la plus forte. Celle qui supportait la douleur. Moi, je n'étais que le gamin intello qui avait peur de tout. Je me moquais de toi, parce que ça me donnait l'impression d'être supérieur à toi. Si je pouvais te rabaisser. Alors je me sentais grand. C'était la vérité. Enfin, après des décennies de faux-semblants, la vérité. Je me suis approché de lui. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Je suis resté droite, le regardant de haut. Je sais, Gareth, ai-je dit. Je te pardonne. Il a relevé la tête brusquement, l'espoir s'allumant dans ses yeux. Vraiment? Alors, tu vas m'aider? Non. J'ai secoué la tête. Un sourire triste aux lèvres. Tu confonds le pardon avec la réparation. Je te pardonne, Gareth. Je me libère de la colère. Je ne porterai plus cette haine. Mais, je ne réparerai pas ça pour toi. C'est toi qui l'as cassé. C'est à toi de le réparer. Mais je ne peux pas, a-t-il gémi. Alors tu vas échouer, ai-je dit simplement. Et tu en tireras une leçon. Et peut-être que, quand tu n'auras plus rien d'autre que toi-même, tu deviendras l'homme que tu étais censé être. Avant que l'argent ne te gâche.
Je me suis tourné vers mes parents. Mon père pleurait silencieusement. Il s'est levé et a essayé de me faire un salut militaire. C'était maladroit et gauche, sa main tremblait. « Je suis désolé, colonel, a-t-il chuchoté. Je suis tellement désolé. Au revoir, papa, ai-je dit. Prends soin de maman. » J'ai tourné les talons, exécutant un demi-tour parfait. Les talons de mes chaussures de cérémonie ont claqué sèchement sur le sol en marbre. Rachel a appelé Gareth une dernière fois, sa voix ressemblant à un fantôme s'estompant dans le lointain. « Où vas-tu » Je suis sorti du hall d'entrée. Je suis passé devant le service de voiturier, et j'ai rejoint le trottoir près de la plage. Le soleil se couchait sur le Pacifique, peignant le ciel de teintes meurtries de violet et d'orange brûlant. Sur ma droite, au loin, se trouvait Pearl Harbor. Le mémorial de l'USS Arizona reposait, silencieux, sous les vagues. Tombeau de plus d'1 millier d'hommes, qui n'avaient jamais pu dire au revoir à leur famille. J'ai marché jusqu'au bord de l'eau, laissant la brise de l'océan froisser le drapeau sur l'écusson de mon épaule. J'ai pensé à la solitude. Pendant des années, j'avais cru être seul, parce que j'étais le mouton noir. J'avais pensé devoir racheter ma place dans le troupeau, par le silence et la soumission. Mais en regardant les vagues s'écraser contre le rivage, immuables et puissantes, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'avais le général Miller. J'avais les soldats qui avaient formé un mur autour de moi, à l'aéroport. J'avais les hommes et les femmes avec qui je servais. Ceux qui connaissaient la vraie Rachel, les cicatrices, le courage, la loyauté. Et surtout, je m'avais moi-même. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons d'air salin. J'ai plongé la main dans ma poche, et j'en ai sorti le billet retour que Gareth m'avait acheté quelques jours plus tôt. Siège 42. Je l'ai regardé une dernière fois, puis je l'ai déchiré en deux, et encore en deux. J'ai jeté les morceaux dans une poubelle, près de la promenade. Mon téléphone a vibré. C'était un message sécurisé du général Miller. L'avion est ravitaillé. Décollage dans 60 minutes. Bon travail, Rachel. J'ai tapé en retour, en route, mon général. J'ai ajusté ma casquette. J'ai lissé ma veste. Et, j'ai commencé à m'éloigner du coucher de soleil. Loin de l'hôtel, en direction de l'aérodrome. Je marchais avec l'allure assurée et affirmée d'une femme qui savait enfin exactement qui elle était, et où était sa place. Le mouton noir était devenu le berger, et le loup n'était plus mon problème. Il m'a fallu 19 ans pour réaliser que ce n'est pas l'ADN qui fait une famille. C'est le respect. Je suis parti pour trouver ma paix, et j'espère que mon histoire vous donnera le courage d'en faire autant. N'oubliez pas, vous n'avez pas à vous immoler par le feu, juste pour réchauffer les autres. Si vous avez ressenti avec moi, cet instant de victoire à l'aéroport, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer les notifications, pour ne rater aucune histoire de justice. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Je lirai vos histoires. Restez forts.